Bonjour et bienvenue à cette quatrième et avant-dernière convocation de la semaine de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Une émission justement que vous pouvez suivre sur les médias libres Truth TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Et sur ce plateau, je suis en compagnie des juges au siège. Geoffroy Vaha, juge Bougma, bonjour. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Le gouvernement burkinabé, par un décret en date du 1er février 2021, a confié l'organisation de l'examen du baccalauréat au ministère en charge de l'éducation nationale. Une nouvelle donne qui n'est pas du goût de tous les acteurs de la communauté éducative. D'autres, par contre, applaudissent cette décision qualifiée de courageuse du gouvernement. Sont de ceux-là André Eugène Ilboudo. Il est enseignant et également directeur d'école. Vous entendrez ses arguments au cours de cette émission. Il est le convoqué du jour. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission. Il s'agit des avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma pour ce qui a retenu son attention pour cette convocation. Merci président. Ce qui a retenu mon attention, c'est le décès de la mère Bakayoko. Et décès qui avait été annoncé depuis longtemps par certains cercles, démenti. Et puis bon, après qu'il a été évacué en Allemagne et tout, bon, hier soir, la nouvelle est tombée. Et bon, l'homme, il est beaucoup connu. Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a bien résumé sur sa page Facebook. Je vais vous donner un extrait. Il s'agit d'Almami Beker Ouedraogo qui a côtoyé l'homme parce que Ahmed Bakayoko, c'est un homme aussi du showbiz. Donc, il ne manquait pas au rendez-vous de Koundé. Maintenant, avec les charges qu'il a eues au sommet de l'État, c'était très difficile maintenant pour lui. Et voici un bout. Beker dit, grand frère, tu nous as démontré qu'on pouvait danser le ndombolo, fredonner la rumba, chanter le coupé décalé et méditer sur les chansons zouglou le samedi et présider le conseil primatorial le lundi entouré des plus hautes personnalités de l'État. C'était ça, l'étoile de l'État. Effectivement, en bas c'est ça. Entre showbiz, affaires de l'État, et il les conjugue à merveille et il s'en sort parfaitement sans que l'un n'empiète véritablement sur l'autre. Et donc, qui peut se retrouver casquette renversée, en train de faire le show le week-end, mais le lundi, en semaine, qui est dans la costume vraiment de l'homme d'État, donc de ministre, de premier ministre, et qui effectivement démontrait qu'il avait la maîtrise de dossier. Mais c'était l'homme aussi qu'on disait qu'il n'avait pas de gros diplôme. Et Beker dit, grand frère, les complexés et autres constipés du diplôme ont toujours voulu te négliger. Ta force de travail les a toujours alliés et obligés à s'incliner pour te donner tout le respect qui était dû. Et il regrettait à chaque fois ton management quand tu quittais un poste pour un autre plus haut, toujours plus haut. Effectivement, en bac, c'est vraiment ça. Lui-même le dit dans les interviews, je n'ai pas fait de grandes écoles, je n'ai pas de gros diplômes, et je devais assurer par 3 fois que j'avais des compétences pour mériter tel ou tel poste. Et donc, compte tenu du fait que je convainc qu'à ce poste je peux faire mieux, on me propose encore un poste plus gros, et quand je bouge, les autres disent pourquoi vous l'avez enlevé, parce qu'il était très beau ici. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le garder? Et donc il dit que lui devait assurer par 3 fois qu'il effectivement voilà. Et donc c'est aussi le golden boy, le viveur, mais qui avait aussi une façon de l'être de l'homme politique. Donc je pense que c'est aussi quelqu'un qui a su impacter et qui a montré à la jeunesse qu'on peut arriver à un certain niveau sans certains bagages. Comme le diplôme par exemple, mais par la force du travail. Et ça, il a pu démontrer, c'est ce qui l'a rendu d'ailleurs populaire et célèbre auprès de cette jeunesse à qui il dit j'ai atteint tel niveau sans diplôme, sans ce niveau de diplôme, alors qu'il ne le fallait pas. Donc c'est un discours que la jeunesse ivoirienne et africaine entendait. Parce qu'il était en train de dire oui, si vous n'êtes pas diplômé, c'est pas grave. Mais avec ou sans, vous pouvez faire mieux. Donc, et ça, c'était un message qui était bien. Parce qu'il n'a pas eu la chance aussi de faire comme les autres, oui, mais il a prouvé que. Donc, c'est aussi, j'ai dit, un autre discours qui s'entend. Mais je ne suis pas dans le registre de ceux qui disent que le diplôme n'est pas bien. Non, je ne dis pas ça. Tu as pu l'avoir, il faut t'en servir. Tu n'as pas pu l'avoir, ce n'est pas une raison de baisser les bras. C'est comme ça que le message a été donné. Je pense que ça a été très bien perçu. Ce qui le rendait très populaire au sein de la jeunesse ivoirienne, qui aujourd'hui, effectivement, le regrette. Et c'est un homme qui est parti au moment où, je dirais,
la nation avait besoin de lui. Mais comme il y a mille indispensables sur cette terre, ainsi voilà aussi la vie de ceux qui impactent leur génération. C'est ce que j'avais dit comme avant-propos. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, Président. On ne peut pas ne pas avoir comme avant-propos Ahmed Bakayoko, quelqu'un qui, dont le parcours aurait pu faire l'objet même d'un sujet plein au tribunal de l'actualité, tant il y a des enseignements à tirer de ce parcours-là et puis de l'homme qu'il a représenté. Quand on se rappelle que c'est quand même après un passage pour des études au Burkina qu'il repart en 90 dans son pays, et très tôt avec le multipartisme il commence à bouger parce qu'il a envie d'apporter quelque chose. Il rencontre après le couple Ouattara, Alassane, encore Premier ministre, qui lui était coupé de tout, parce que il n'était vraiment pas connu comme visage en Côte d'Ivoire, et puis il y avait des difficultés vraiment pour lui être accepté. Et Ahmed Bakayoko a été aussi, il faut le dire, celui-là qui a travaillé aussi à ce qu'il y ait ce capital sympathie à un moment donné qui se construise au fil du temps autour de Alassane Ouattara, parce que c'était quelqu'un de proche de la jeunesse et qui savait un peu comment s'y prendre, sachant aussi qu'il a exercé notre métier. Il a été journaliste, il a fondé le Patriote, et on connaît aussi chez lui une réalité, et je pense que c'est ce qui est cher à Alassane Ouattara, c'est pour ça qu'il est resté longtemps proche de lui. C'est que Alassane a un principe clé, même lorsqu'il nommait Gon Coulibaly, où il est désigné comme candidat, il disait la loyauté, et cela Ahmed Bakayoko le lui a démontré en allant même en prison pour lui, avec ce que l'on pensait être affiché au niveau des positions, notamment du Patriote, du journal qu'il avait. Après, on l'a vu aussi du côté de Nostalgie, et puis avec l'effervescence du coupé décalé, c'est celui aussi qu'on voyait dans les nuits chaudes d'Abidjan, mais qui après très vite aussi s'est remis dans la peau du politique fin, et qu'on a vu au plus dur de la crise, qui était celui-là qui parvenait à parler dans les moments les plus difficiles à tous les camps, sans que ça ne meuve ou bien que ça ne frustre personne, parce que tous l'accueillaient chez lui et puis tous dînaient avec lui. Et vous vous rappelez de la dernière sortie de Laurent Gbagbo, la première même après sa sortie de prison, lorsque il y avait du côté de la terre du Béni des positions encore chaudes, notamment avec les élections qui devraient se passer, certaines sorties et tout. Vous vous rappelez, Gbagbo a dit: j'ai appelé Ahmed Bakayoko et je lui ai dit, parce qu'ils n'ont pas coupé les ponts. Il n'a jamais coupé les ponts avec personne, et ça Alassane le savait. Il pouvait le lui reprocher, mais après ça devenait un atout lorsqu'il s'agissait d'arrondir les angles, parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire était aussi le pays de clivage politique et quelquefois de positions très tranchées, et c'était celui qui arrivait à tenir un peu tout le monde, parce qu'il avait accès à tout le monde, et il savait que la politique c'était des oppositions d'idées et pas des oppositions forcément de personnes de façon pure et dure. Et c'est dommage, parce que c'est ça qui s'en va, alors que le pays est toujours dans ces clivages aussi profond. Et Bernard lui dit bien, à chaque fois qu'on lui a donné un poste, il a su le tenir. On sait que lorsqu'il y avait les mutineries en Côte d'Ivoire, c'était pas facile de vous donner ce portefeuille-là, mais lui il a pris, il a arrondi les angles, et puis très vite on a vu que les gens sont entrés dans le rang. Et Premier ministre, les gens ne donnaient pas cher sa peau, mais c'est ça la réalité, c'est ça du Ahmed Bakayoko. Et même lorsqu'il prenait la parole, il le disait lui-même: je suis pas allé loin à l'école, mais j'ai fait l'école de la vie. Et cette école-là, si ça décernait des diplômes, je pense que Ahmed Bakayoko aurait eu un diplôme devant lequel personne n'aurait à redire. Mais il y a aussi l'autre côté, on va dire la petite tâche, parce que aujourd'hui vous voyez les kilos de cocaïne, de drogue et machin qui sont retrouvés en Côte d'Ivoire dans les enquêtes, et vous vous rappelez, dans ce qui a été cité, il y avait aussi son nom, d'en être l'un des barons, et ça il avait même menacé de porter plainte relativement à ce qui s'est raconté et tout, parce que ça avait quitté maintenant les bruits de couloir, et il y avait même quelques presses qui s'en étaient fait le coup. Il avait décidé de porter plainte sur la question. Ça jusqu'à ce qu'il décède, il n'y a pas eu, on n'a pas vu plus loin que ça.
ça, mais c'est peut-être je dirais pas que c'est la tache noire, parce que c'est les suspicions peut-être qui gâchent un peu son parcours, et parce qu'on a eu des travaux de journalistes d'enquête qui ont été faits et qui parlent même dans leur rapport de visite chez lui, de tout ce conglomérat qu'il y a autour qui participerait à cela. Mais bon, c'est peut-être quand on regarde, c'est peut-être la petite tache noire. C'est vrai que souvent quand on est en Afrique, quand quelqu'un décède, on dit tout ce qui est rose, mais de lui c'est peut-être la petite chose qu'on pourrait, mais là encore ça n'a pas encore été vraiment prouvé, parce qu'il n'en a pas été formellement accusé et reconnu coupable. Donc du coup on ne le prendra pas comme tache noire, mais ça mérite aussi au moins un rappel. Et c'est une perte, et je pense que c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire, notamment pour la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Merci, monsieur le juge, pour ces avant-propos essentiellement axés sur des mots d'hommage au défunt Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Nous allons à présent nous intéresser au sujet qui a été enrôlé pour cette convocation. Je le disais à l'entame de cette émission, une innovation majeure a été apportée à l'organisation de l'examen du baccalauréat au Burkina Faso. Cet examen sera désormais organisé par le ministère en charge de l'éducation nationale. Je dirais un plaidoyer qui avait longtemps été porté par André Jean Ilbodo. Il est enseignant et directeur d'école, convoqué du tribunal de l'actualité du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de cette convocation. D'accord. Alors je le disais, c'est une question qui faisait débat depuis longtemps. Oui. Vous avez décidé de porter, je dirais, ce débat-là depuis août 2019. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que l'histoire vous a donné raison. Déjà, au-delà du fait que vous soyez enseignant et directeur d'école, quelles sont vos réelles motivations à porter justement ce débat autour de l'organisation du baccalauréat? Je crois que d'abord, il y a quelques préalables à lever. Quand les gens parlent d'un décret qui pour l'organisation du bac au MENA, en fait, c'est un décret qui distribue les tâches au ministre. Et à l'intérieur de ce décret-là, il y a un filet simplement qui dit: le ministre de l'Éducation nationale est chargé de l'organisation du bac. Ce n'est pas un décret pris comme ça. C'est le job description des ministres, et on a regardé. Ça veut dire ceux qui sont intéressés par la lecture regardent tout. Et puis on voit seulement, c'est une ligne qui dit le bac, le ministre en charge de l'Éducation nationale est chargé d'organiser le bac. C'est pas une réforme. C'est un travail que l'on confie à quelqu'un. Si vous vous rappelez, pour prendre le parallèle, il fut un moment où si vous deviez être marié, c'était le préfet-maire qui vous mariait. Quand on a eu les communes, maintenant c'est le maire qui vous marie. Est-ce qu'on parle de réforme du mariage? On ne parle pas de la réforme du mariage. Je crois que quand on est en débat d'intellectuel, il faut regarder ce qui est écrit et laisser toutes les suspicions. Je sais que l'actualité est constituée d'humeurs, de rumeurs et de faits. Mais nous, les hommes de médias, ce qui nous intéresse, ce sont les faits. Les humeurs des gens, la rumeur, ça ne nous intéresse pas outre mesure. Donc ici, d'abord, tous ceux qui parlent de réforme, tous ceux qui gravitent autour, ce sont des humeurs, personne n'apporte des arguments. Maintenant, si vous voulez des arguments, pourquoi c'est le ministère de l'Éducation nationale qui doit organiser le bac et non pas le supérieur, l'université? Voici les arguments. Vous avez certainement passé le bac. Vous verrez que les programmes d'enseignement de la seconde à la terminale sont écrits par les inspecteurs du secondaire. De la seconde à la terminale, ce sont les professeurs du secondaire qui enseignent les élèves, qui les évaluent, qui leur donnent un bulletin de notes en fin d'année. En terminale, ce sont toujours les mêmes professeurs qui enseignent les élèves, les évaluent au premier trimestre, les évaluent au second trimestre, les évaluent au troisième trimestre et même font un bac blanc avec les élèves. Et qui dit si c'était le bac, voilà ceux qui seraient admis, voilà ceux qui seront échoués. Ce sont les établissements secondaires qui préparent les dossiers des bacs des élèves qui doivent aller au bac et qui remettent les dossiers à leur DR, toujours dans le ministère de l'Éducation nationale, qui préparent tous les dossiers et qui les transmettent à l'office du bac, logé à l'université. Ce sont les mêmes professeurs qui choisissent le sujet du bac
C'est eux qui composent les sujets du bac. Parce que c'est eux qui enseignent. C'est eux qui composent les sujets du bac. Et envoient ça à leur direction. Et après, on choisit le sujet que l'on multiplie. Le jour de l'administration, le bac est administré dans les écoles gérées par le ministère de l'Éducation nationale. Si ce n'est pas maintenant, même le secrétariat était assuré par les jeunes du secondaire. Ce sont les professeurs du secondaire qui viennent corriger le bac, avec les inspecteurs du secondaire qui supervisent comment on corrige le sujet. Et une fois que c'est fait, le secrétariat calcule les notes, établissent les moyennes et font la délibération. Ce sont toujours les professeurs du secondaire qui font la délibération et qui jugent qu'un tel est admissible ou recalé. En ce moment intervient une personne qui vient du secondaire, de l'enseignement supérieur, qui vient prendre tout le travail et qui dit candidat approché, pendant que certains candidats reculent, mais d'autres approchent, et il proclame les résultats. C'est son travail. Et en ce moment-là, une fois qu'il a proclamé, il prend son bic, il signe les attestations de ceux qui sont admis. En attendant que l'on envoie ces listes-là au ministère des enseignements secondaires, qui signe le diplôme. Quand vous me dites que le bac est organisé par l'université, là, c'est où le bac est organisé par les gens de l'université. Ça, c'est la logique et ça, ce sont les faits. Ce ne sont pas des humeurs, ce ne sont pas des rumeurs. Ceux qui ne connaissent pas l'éducation peuvent parler au hasard. Mais ceux qui sont dans le métier là, ils savent comment ça se passe. Donc pour vous emprunter le mot, le bac a été remis à ses vrais propriétaires. Exactement. Parce que c'est ceux qui l'ont, c'est ceux qui enseignent, c'est ceux qui évaluent, c'est ceux qui préparent les élèves, à qui on leur dit continuez le travail. Si je prends le parallèle, le certificat d'études, ce sont les enseignants du primaire qui prennent les élèves du CP1 au CM2, qui les enseignent, qui les évaluent, qui corrigent le certificat d'études et qui donnent le certificat d'études aux élèves qui sont aptes à avoir le CP. Le brevet, c'est pareil. Ce sont les enseignants des collèges qui préparent les élèves au BPC, qui les évaluent et qui leur donnent le parchemin. Pourquoi au bac, c'est différent? On peut comprendre que avant, il n'y avait pas beaucoup d'organisation, etc., etc. Mais la charte de Karamfouga dit, si un mensonge dure 40 ans, il faut considérer ce mensonge-là comme une vérité. Mais il y a des gens qui disent non, même si le mensonge fait 1000 ans, ça ne devient pas une vérité. Quand les gens disent que le bac est le premier diplôme de l'université, là, mais il n'y a pas pire mensonge que ça. Est-ce qu'un élève, vous n'avez jamais mis les pieds dans une école et vous obtenez le diplôme de cette école-là? Si ce n'est pas au bac, je n'ai jamais vu ça nulle part. Vous ne pouvez pas, par exemple, si je ne suis jamais venu ici, à Tri TV, je ne peux pas dire que je suis membre de Tri TV. Non, mais tout ce mensonge que les gens ont orchestré et que les gens ont accepté. Mais il y a d'autres mensonges que les gens ont accepté sans broncher. On nous avait dit que la terre est plate. Le jour où quelqu'un a dit qu'elle est devenue ronde, on a failli le cibouiller. Mais les gens sont revenus là-dessus. Il y a autant de mensonges. Mais quelqu'un même a dit que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire. Et il y a des gens qui y croient. Moi, je ne dis pas aux gens de ne pas croire aux mensonges. Mais quand c'est un mensonge, c'est un mensonge. Alors, beaucoup se demandent finalement quelles sont vos réelles motivations à vous voir défendre ce sujet avec autant de passion. Non, comme j'ai dit, je n'ai aucun conflit d'intérêt dans l'organisation du bac. C'est comme si vous me demandez quel est votre intérêt pour ceux qui luttent pour que la lumière soit faite sur le décès de Norbert Zongo. Quel est votre intérêt? Il y a des gens qui ne sont pas Mossé. Il y a des Mossé qui défendent Norbert Zongo. Ils n'ont aucun intérêt, ils ne sont pas de la même famille. Non, moi je suis de quelqu'un qui dit il faut remettre à César ce qui appartient à César. Aimez les personnes que vous aimez, mais ceux qui ont raison là, donnez-leur leur raison. C'est comme ça que disent les Mossé. Le bac appartient aux enseignants du secondaire et à leur système. Et cela dit, depuis qu'on a commencé, je n'ai pas entendu. D'abord, je discute avec beaucoup de professeurs d'université. Les gens disent écoutez, cette affaire-là, on nous a embarqués dedans, mais nous-mêmes, on sait que vraiment, on n'a rien à voir avec le bac. Il y a beaucoup de professeurs d'université qui le disent. Autre argument.
pourquoi l'université de Kizerbo devrait continuer à organiser le bac dans tous les territoires du Burkina pendant qu'il y a une université à Bobo? Est-ce que ça veut dire que les professeurs d'université de Kizerbo sont supérieurs aux professeurs? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les universités en dehors de l'âge? Pourquoi c'est Ouagadougou qui doit organiser un bac à Fada pendant qu'il y a une université à Fada? Pourquoi c'est Ouagadougou qui doit organiser un bac à Douli pendant qu'il y a une université à Douli? Je crois que tous les arguments que les gens veulent nous envoyer ne tiennent pas. Et je termine. Depuis que l'on a commencé, vous savez que les agrégés, les professeurs d'université, ils sont à cheval sur les principes. Si ce que l'on avait dit n'est pas juste, mais ils nous auront pondu une thèse, une antithèse, pour faire une thèse, une antithèse, pour conclure, pour dire qu'on a tout faux. Est-ce que vous avez entendu un professeur d'université qui a écrit un article pour dire que les arguments que l'on avance, ce sont de faux arguments? On dit, c'est le premier. Je voudrais terminer sur le premier diplôme. Je suis très heureux que l'on parle de Ahmed Bakayoko qui n'est pas un grand diplômé. Moi, je suis allé à l'université de Ouagadougou en 1984 quand j'avais mon certificat d'études. Je n'avais même pas encore le BPC. Parce que quand j'étais en 3e au lycée Saint-Joseph, quand Feu Gila Laurent, de respectable mémoire, était son directeur. En 3e, j'ai passé le concours spécial d'entrée à l'université. Et j'ai été admis en mai. Pendant que le BPC devait être passé au mois de juin. Donc j'ai reçu la correspondance du professeur Tournini de regretter mémoire qui disait que j'étais admis à l'examen spécial d'entrée à l'université. Donc, de la 3e, j'ai sauté la seconde, la première et la terminale. Je n'ai jamais passé le bac, donc je ne l'ai pas. Et je suis allé à l'université. J'ai fait le diplôme d'études universitaires générales première année. Si le bac est un diplôme de l'université, donc ça veut dire qu'en 2e année, vous avez deux diplômes. Et le bac et les deux. Hein? Mais ces arguments-là ne tiennent pas debout. Et je suis le pur produit de quelqu'un qui n'a pas le bac, mais qui n'est pas complexé. D'accord. Juge Bougma. Oui, effectivement, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que M. Ilboudé défend avec passion effectivement ce sujet. Monsieur Ilboudé fait partie de ceux que je cite parfois quand il s'agit des décorations. Si on avait eu des questions de généralité, je lui aurais posé la question de savoir si son écrit de 2009 a pu faire bouger les lignes en ce qui concerne les décorations, où il dénonçait la façon de faire et estimait qu'il était lésé dans ses droits. Ou également il demandait qu'on puisse donner un franc symbolique et féliciter le promoteur du musée de Manéga. Voilà. Mais bon, comme on n'est pas dans les questions de généralité, peut-être qu'un autre rendez-vous nous sera donné. Maintenant, pour revenir à cette situation, vous dites que vous n'avez effectivement pas intérêt. Nous écoutons les arguments qui sont effectivement donnés, qui ne manquent pas de pertinence. Alors, le bac, premier diplôme universitaire, effectivement, quand vous regardez le DEUG, on met DEUG 1, DEUG 2, bon, ça dit que c'est la première étape. Voilà. Sinon, on dirait que vous êtes allé à l'université, mais vous êtes ressorti sans diplôme. Le bac, il est, en tout cas, je fais partie de ceux qui ne comprennent. Je ne comprends pas bien. J'ai posé la question. On dit non, c'est le premier diplôme universitaire. Mais dans les faits, quand tu poses, on dit bon, c'est comme ça. J'ai eu ce doute-là. Ça, je ne vais pas mentir. Mais je ne suis pas seul en classe qui avait posé la question de savoir, mais pourquoi c'est comme ça? On dit non, parce que c'est un professeur d'université qui vient valider. Donc ça, on nous a dit. Nous avions eu en terminale le courage de poser la question pour savoir pourquoi c'est comme ça. Et il était dit, écoutez, la preuve, c'est un professeur d'université qui vient, qui administre tout et qui signe. Sinon, c'est effectivement pas possible. Donc, maintenant, aujourd'hui, le débat il se pose. Vous dites que même les professeurs d'université ne disent rien, mais les élèves ont commencé à manifester pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Non, mais sur ce plan-là, j'ai des enfants. Hein. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un père fouettard. Et je discute avec mes enfants et on a de très bons rapports avec tous mes enfants. Donc, et avec mes élèves aussi, vous pouvez demander à l'académie. Je suis rigoureux et strict dans la discipline. Mais je n'ai aucun problème avec un enfant. D'ailleurs, il m'appelle le vieux père pour s'amuser. Je n'ai aucun problème avec les enfants. Et je discute avec eux. Et je leur explique certaines choses. Tous les jeudis, de 7 à 8 heures, sauf aujourd'hui, je venais ici. De 7 à 8, j'ai une discussion libre avec tous les élèves qui veulent venir poser des questions au vieux père. Ça veut dire que je n'ai pas de problème.
Si vous expliquez ce que vous êtes, nous sommes en train d'expliquer aux élèves. J'imagine que ce sont des élèves qui viennent à l'école et qui cherchent à connaître et qui ne cherchent pas simplement les humeurs et les rumeurs, qui veulent les faits. Ils vont comprendre. D'abord, je dis aux élèves, c'est vrai que vous ne nous aimez pas en tant que vos enseignants. Mais voilà, une fois que le gouvernement nous rend justice, pour dire, vos maîtres qui vous enseignent là, c'est leur bien, on va le leur remettre. Et vous n'avez jamais vu un professeur d'université et vous partez défendre leur cause. C'est vrai que vous ne nous aimez pas, mais il faut faire pardon. Si nous ne vous enseignons pas là, si vous voulez une crise là, reprenez le bac et donnez au supérieur. Les professeurs du secondaire là vont dire, bon, comme c'est leur affaire et comme c'est leur diplôme là, il faut aller là-bas, on va vous enseigner. Et puis le problème va être réglé. Non, je crois que nos élèves posent des questions. Et ça, c'est légitime. Il faut leur répondre. Il faut leur donner des explications. Parce que quand ils vous disent que si le bac, il y a des gens qui les manipulent, qui disent que si le bac n'est pas le premier diplôme, on va vous faire un concours pour entrer à l'université. Qui a écrit et où c'est écrit? C'est une rumeur, mais ce n'est pas la vérité. Est-ce que le gouvernement a sorti un décret pour dire, à partir d'aujourd'hui, celui qui a le bac devrait passer un examen pour aller à l'université publique? Ce décret n'existe pas. Mais si les rumeurs persistent, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été associés à la discussion par rapport justement à cette question. Demandez aux élèves, nous on va leur demander, comme nous on a fixé le coefficient des matières sans vous, on va vous appeler pour dire, vous voulez que le bac là, BPC là, le mathématique là, c'est coefficient combien vous voulez? Coefficient 1, on va les appeler pour dire, nous on enseigne mathématiques, philo, physique, qu'est-ce que vous voulez que l'on supprime? Puisque vous voulez qu'on vous associe. Ils vont nous dire supprimer les mathématiques parce que c'est trop compliqué pour nous, supprimer la physique, chimie, c'est pour nous. Donc ils n'ont pas leur mot à dire sur cette attendez, vous savez l'enfant roi là où ça nous a amené. Entre un enseignant et un enseigné, je regrette de le dire, il n'y a pas de débat. Il y a eux qui enseignent et il y a eux qui écoutent. On peut écouter vos opinions, mais vous n'avez pas droit au chapitre. Ce sont les enseignants qui savent ce qu'ils font. Moi, je suis enseignant du secondaire. Je ne suis pas inspecteur. Quand un inspecteur vient dans ma classe pour m'inspecter là, je connais la hiérarchie, je connais qui je suis et je respecte celui qui vient pour m'inspecter. Je ne dis pas à l'inspecteur, toi tu as fait l'université comme moi, tu n'as rien à dire. Je suis directeur d'établissement. Peut-être que je suis plus âgé que M. Waro. Mais quand il me convoque dans son bureau, j'y vais. Et je le salue avec déférence. Parce qu'il a une autorité. Et je le respecte dans son autorité. Si tous ceux qui disent à nos enfants de ne pas nous respecter là, c'est pas grave. Ces enfants qui ne nous respectent pas là, ils vont devenir des professeurs plus tard. Nous, pour le moment là, ils viennent nous parler, ils ne nous giflent pas. Mais les enfants qui ne nous respectent pas aujourd'hui là, quand ils deviendront professeurs, leurs élèves là vont les frapper en classe. Parce qu'on leur a appris de ne pas respecter les grands frères, de ne pas respecter les professeurs. Quand ils deviendront professeurs eux-mêmes, il y aura pire que ce qu'ils font aujourd'hui. Non, on ne peut pas dans une éducation laisser les enfants faire ce qu'ils veulent et dire qu'ils ont le droit à tout. Je regrette. Je suis un enseignant et je suis d'une personne qui transmet des valeurs aux gens. C'est ça l'enseignement, transmettre des valeurs. La valeur de l'éducation commence d'abord par le respect de celui qui enseigne, de celui qui connaît. Quand quelqu'un connaît là, il connaît. Tu ne connais pas là, tu te tais et tu écoutes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez des gens même qui écrivent avec des fautes, qui n'ont même pas le certificat d'études, qui font la morale aux professeurs d'université, qui insultent les professeurs d'université, qui insultent des agrégés. Non, il faut revenir pied sur terre. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Et celui qui connaît là, il connaît, même si tu ne l'aimes pas. D'accord, juge va. Bon, moi je lis, je l'écoute souvent avec beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs sur sa sortie concernant l'organisation du bac, moi il y a beaucoup de points que moi je partage. Parce que on va beau dire, on va beau redire, vous tous, quand on va remplir des formulaires, on vous demande vos diplômes, la case universitaire, là, je ne sais pas si vous mettez le bac là-bas. On a quelques concret quoi. C'est-à-dire même ceux qui nous écoutent, je leur demande est-ce qu'ils ont une fois rempli un formulaire. Et puis ils ont mis premier diplôme universitaire bac, ils ont mis le baccalauréat là-bas. Vous n'êtes même pas fou parce que ça dans votre téléphone vous savez. Et même on sait que le DEC 1 c'est même pas un diplôme. Le DEC 1 n'est pas un diplôme. C'est quand vous avez votre DEC 2 qu'on dit que vous avez passé un cap. Exact. Donc ça coule de source. Maintenant, moi, je crois qu'il y a un problème il y a un autre problème. Il y a un problème de fond qui ne dit pas son nom. La question du bac dans le subconscient ou dans le construit comme étant le premier diplôme universitaire,
c'est gardé pour beaucoup, c'est le passage direct et le droit d'accès à l'université. Je crois que c'est ça en fait le fondement. Alors que, est-ce qu'il faut envoyer tout le monde à l'université, et même ceux qui ne veulent pas y aller, ou bien en faire, comme vous le disiez, un lieu social où... Attendez, je vais trouver votre propos. Parce qu'il y a un guichet humanitaire et social. Voilà. Et vous parlez des guichets humanitaires et social, mais c'est un peu fort, c'est méchant quand même. Non. Expliquez-nous un peu. Non, je vais dire, moi, vous savez, moi j'ai fait lettres et j'ai fait philo. J'ai appris la logique et j'ai appris le raisonnement construit. Et il faut éliminer les idées qui ne concordent pas. Quand vous avez une idée que vous voulez la construire, si elle ne coule pas de source, comme vous dites, il faut la supprimer. C'est ça la logique, c'est ça le raisonnement. Pourquoi au Burkina, tous les élèves qui ont le certificat d'études ne vont pas directement en 6e dans les établissements publics? Vous pouvez me dire que tous les élèves de 6e, tous ceux qui ont le certificat là, vont en 6e? Non, il faut valider l'entrée en 6e aussi. C'est non. Comme un autre examen, bon voilà. Comme un autre concours. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire que tous les élèves qui ont eu le BPC vont en seconde directement? Il faut valider un concours qui est l'entrée en seconde. Pourquoi vous pensez que c'est le bac, que tous ceux qui ont eu le bac là doivent aller à l'université? Donnez-moi l'argument. Pendant que les petits diplômes là où on dit même que l'éducation est obligatoire de 0 à 16 ans, à l'université vous avez 20 et quelques années. Pourquoi l'éducation doit être gratuite pour vous? Cela dit, on va dire, voici des gens qui sont arrivés à un niveau et qui défendent des causes, etc. Mais ce n'est pas un argument. J'ai dit, donnez-moi l'argument. Mais moi, vous dites quelque chose qui est intéressant. Nous, on a vu des enfants qui ont eu le CEP, qui n'ont pas eu l'entrée en 6e. Bon, moi, je parle d'un autre cursus que je maîtrise mieux, c'est pas celui burkinabé. Donc, je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. On les a vus, mais ils reprennent. Pour ceux dont les parents souvent n'ont pas les moyens, c'était comme ça, la classe, le temps de vraiment se préparer et d'avoir ce concours d'entrée. Maintenant, pour le bac, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que ce que vous êtes en train de... C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une question fondamentale derrière. Ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire lorsqu'on supprime le droit d'accès naturel, ça veut dire que vous pourrez aujourd'hui avoir le bac, et puis parce que vous n'êtes accepté dans aucune université, ou bien vous n'avez pu accéder à aucune école après terminale, vous revenez encore en terminale. Voilà la question que je pose maintenant. Le gouvernement se demande, parce que j'imagine qu'en prenant cette décision de reconfier le bac à l'organisation, il a travaillé avec les universitaires. Je suis confiant aux gens qui réfléchissent. Si les gens veulent trouver une solution là, d'abord j'ai dit, je ne souhaite pas qu'un élève qui travaille en seconde, en première, avec 13, 14 de moyenne en seconde, 13, 14 de moyenne en première, qui gagne le bac avec une bonne mention, elle se retrouve avec quelqu'un qui a caracolé avec le bac pitié et qu'il part s'asseoir sur le même travée, et c'est lui qui empêche, souvent des cancres comme ça, c'est qui empêche les professeurs de faire cours, qui insultent, etc., parce qu'ils n'ont rien à perdre. Il faut que l'université soit réservée à ceux qui veulent faire des études. Un pôle d'excellence. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que moi, je parle d'expérience. Je parle d'expérience. Nous, on a connu des cancres qui sont venus nous fatiguer après en année de licence et en année de maîtrise. Vous vous retrouvez même à faire le 2 avec lui, vous demandez, mais est-ce que c'est le même cancre? Est-ce qu'il n'est pas allé prendre un WAC quelque part? Peut-être qu'il a pris le WAC. Mais je vais dire, que le cancre d'aujourd'hui n'est pas le cancre de demain. Non, ça veut dire quand vous parlez d'une généralité, il y a des choses qui se glissent à l'intérieur. Peut-être que vous avez 2 cancres sur 100 qui sont venus vous fatiguer. Mais les 98 cancres, vous n'en parlez pas. Non, je vais dire, ce que je vais dire, il faudrait qu'une personne qui veut aller à l'université y aille parce qu'il a envie de faire quelque chose. On ne doit pas aller à l'université parce qu'on a besoin du phonère. On ne doit pas aller à l'université parce que je n'ai rien à faire, donc je vais à l'université m'occuper en attendant de pouvoir faire quelque chose. Quand je vois des étudiants qui passent concours dans l'année, ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Un concours là, c'est un maximum 2 que tu prépares, et tu te mets à fond pour préparer ça. Parce que si je veux être pilote, je ne pars pas passer le concours des médecins.
Si je vais être médecin, je ne parle pas passer le concours de la douane. Mais vous avez des gens qui disent, je vais passer là où Dieu m'a donné. Mais Dieu ne donne rien d'abord. Si vous ne vous préparez pas vous-même, sérieusement, si vous n'avez pas l'amour de ce que vous faites, il y a des gens qui vont à l'université là, qui ne partent pas au cours. Il y a des gens qui font les cours à l'université, mais qui s'allient au phoné. Non, je vais dire, moi je suis fils de paysan et je sais d'où je viens. Quand je n'ai pas eu, quand j'ai dit que j'étais en 3e là, mais c'est parce que je n'ai pas eu l'entrée en 6e. Nous étions 36. Il y avait 2 seulement qui ont eu l'entrée en 6e et qui sont venus aux Indes. Nous autres la recalé. Mais parce qu'on avait envie d'y arriver. Moi je suis resté au village cultivé avec mes parents pendant 9 ans avant de reprendre les études. Mais quand je suis venu à l'université, mes promotionnaires sont là. Ils ne pouvaient pas dire qu'André Echene c'est le dernier de la classe. Ils ne pouvaient pas dire, les professeurs sont là. Ils ne pouvaient pas dire qu'André Echene chantait les cours. Parce que je savais ce que je voulais. Je venais à l'université pour chercher le savoir, pour chercher la connaissance. Je ne suis pas allé à l'université parce qu'on va me donner une bourse. D'ailleurs, je suis à l'université à l'époque là. J'avais un seul vélo. Nous étions 2 à l'université de Ouagadougou en 1984 à avoir des vélos. J'étais le 2e. Je venais à l'université à vélo. J'habitais sur la route de Saponé, à presque 10 km de l'université, mais je ne suis jamais venu à retard à un cours, même à 7 heures. Aujourd'hui, vous avez des universitaires qui ne viennent pas à l'école, qui ne font rien à l'université et qui viennent nous fatiguer. Alors, moi, je pense que on aborde les questions de fond. Ça, c'est très important. Oui. Vous parlez d'époque et les réalités sont souvent différentes. Exact. Ce qu'on a construit de nos universités, de leur réalité, oui. Je suis désolé, c'est tous ceux qui sont passés par là et qui ont bénéficié de conditions plus gracieuses. Oui. Qui aujourd'hui, parce que ce n'est pas les Blancs qui viennent, ils ont construit des bâtiments, ils sont partis. Le reste là, c'est nous, on est indépendants. Exactement. Et donc, l'université qui est là, oui. Les conditions dans lesquelles les enfants apprennent aujourd'hui, oui. Le nombre pléthorique qu'on a là-bas, oui. Les conditions dans lesquelles ils sont, c'est nous qui avons créé ça. Je suis d'accord avec vous. C'est nous qui avons créé ça. Donc, l'étudiant d'aujourd'hui n'est pas l'étudiant d'hier. Les conditions d'aujourd'hui ne sont pas les conditions d'hier. Mais vous savez, à l'époque, quand on a dit qu'on a créé l'université intramuros, extramuros, j'étais de ceux qui étaient contre cette façon. C'était une aberration. Aujourd'hui, il y a des trucs à l'université. Je suis passé par là. D'abord, j'ai dit aux élèves, quand nous on était à l'université en 1984, je suis allé quand j'avais 27 ans à l'université. Mais quand tu sortais dans la rue là, tu parlais aux gens et au détour d'une phrase, tu glisses. Je suis universitaire. Pour que les gens comprennent que le pays, là, ça va nous appartenir plus tard. C'est nous les cadres de demain. Aujourd'hui, vous avez des universités qui ne sont pas fiers de dire qu'ils sont à l'université. Les conditions se sont dégradées. C'est vrai que notre génération a une part de responsabilité. Mais c'est le fait aussi que l'on a dit aux étudiants et aux élèves qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, quand nous on était à l'université, on était 186 dans notre promotion. Quand nos professeurs arrivaient en classe, nous on se levait. On ne disait pas bonjour monsieur, mais on se levait. Par respect pour eux, pour qu'ils s'asseyent avant que nous enseignions. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui ne savent pas dire bonjour à quelqu'un. Ça veut dire que le respect que... Et on voyait nos professeurs se tuer à la tâche parce qu'ils savaient que leurs étudiants en voulaient. Donc ils se tuent aussi pour nous. Et nous, on travaillait aussi pour leur faire plaisir. Parce qu'on leur dit, ils nous inculquent du savoir, il faut qu'on le leur rende. Vous avez aujourd'hui des étudiants qui insultent leurs professeurs. Comment vous pouvez insulter quelqu'un et vous voulez que cette personne le se tue pour vous? Alors, vous avez des gens qui séquestrent les gens. On va revenir au sujet qui nous retient ce matin. Oui. Au-delà de la légitimité de celui qui appose sa signature sur le diplôme, oui. Qu'est-ce que cela va fondamentalement changer avec ce qu'on a comme innovation au niveau de l'organisation du baccalauréat? Si le gouvernement veut que quelque chose change, ça changera. Mais ce n'est pas parce qu'une de l'autre a signé votre diplôme que c'est pas ça qui donne c'est pas la signature qui donne la valeur au diplôme. C'est ce que vous avez reçu comme enseignement. Parce que si vous voulez aller dans une université extérieure, c'est pas le diplôme seulement que vous donnez. Vous donnez vos bulletins de seconde, première, terminale et on regarde ce que vous avez reçu en seconde, première, terminale. Est-ce que ça vous prépare à accéder à l'université où vous voulez venir? Vous avez votre diplôme, même, il peut être signé par le président Roch là. Si on vous a appris A+1 en terminale et que vous n'avez pas appris ce que vous devez apprendre en terminale là, je regrette. J'aime bien la signature du président Roch, mais vous n'irez pas dans cette université. Donc, parce que c'est pas au-delà du symbole et de la fierté qu'on va redonner aux enseignants du secondaire, fondamentalement rien ne change. Mais c'est un ministre qui va signer le diplôme. Mais ce qu'on dit, admettons que le président Roch avait fusionné les deux ministères.
et que ça devient seulement le ministère de l'Éducation nationale. Et il crée une direction générale des examens et concours de l'État. Et il dit c'est à vous désormais d'organiser le bac. Et on amène le diplôme et que c'est le ministre qui signe. Il dit c'est juste le ministre de l'Éducation nationale, comme dans certains pays. Le problème est où? C'est parce que vous avez 2 ministères que les gens se font la guerre. Et si c'est un seul ministère, la guerre est où? Non, je vais dire, quel que soit là où vous placez le problème là, ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. D'accord. Juge Bourgoin. Voilà. Alors, il y a, à vous entendre parler, l'université devrait avoir un caractère élitiste. Former des hommes et des femmes spéciaux pour des missions bien déterminées. Donc on devrait être beaucoup plus sélectif dans le choix de ceux qui devraient y aller, parce qu'on parle de ceux qui vont venir construire la nation. Si je vous ai bien compris, si je ne trahis pas, voilà. Je devrais dire plutôt, moi je suis un homme qui bonifie le mérite. Ok, donc je suis les gens qui devraient avoir du mérite pour diriger la nation. D'accord, okay. Là on se comprend. Maintenant je viens à ma question. Oui. Parce que quand c'est comme ça, ça nous impose aussi une réforme. Parce que vous dites que effectivement, vous faites vous êtes au CM2, oui. Vous gagnez le CIP, mais si vous ne gagnez pas le note pour l'entrée en 6e, soit votre papa part payer au privé pour que vous fassiez la 6e, vous n'avez pas fait la 6e. Oui. L'entrée en seconde, c'est la même chose. Vous avez le BPC, mais ça ne vous garantit pas l'accès à la classe de la seconde. Oui. Pour avoir accès à la classe de la seconde, il faut valider l'entrée en seconde. Oui. Ou bien, papa vous perd, maman vous part payer dans un autre établissement privé. Sinon, vous ne partez pas en seconde. Mais à l'université, effectivement, dès que le bac est obtenu, c'est un ticket gagnant en même temps pour donner accès à l'université. La question, est-ce qu'il faut faire une réforme dans ce genre? Est-ce que ce n'est pas également ce qui fait craindre? Parce que si en 6e, il faut valider l'entrée en 6e pour aller, en seconde, il faut valider l'entrée en seconde pour aller à l'université, on dira le baccalauréat, ça ne suffit pas, il faut valider l'entrée à l'université pour aller. Non, vous savez, le problème là, c'est que nous avons une université qui n'a pas rien aux élèves. Ah oui? Vous avez une université au rabais. Qui n'a pas rien? Oui, malheureusement. Écoutez, vous pouvez aller au PMK, même si vous pouvez être premier de classe et ne pas aller au PMK. Vous pouvez être... Parce que les gens qui sont au PMK là, ce sont les premiers de classe. Quand ils sont 40 dans la classe là, le dernier du PMK là, il était premier dans sa classe. Et il est dernier avec 15 de moyenne. Ça veut dire que c'est une école où quand tu y vas, on sait qu'on te prépare à quelque chose. Vous pouvez être le premier de classe et aller au séminaire de Pabré. Même si votre diplôme est signé par le cardinal, là, si vous n'avez pas fait le concours d'entrée à Pabré, là, vous n'y irez pas. Oui. Là, je milite pour qu'on redonne les lettres de noblesse à l'éducation. Et pour la réforme, j'y suis. Je pense qu'il faut réformer notre éducation là, de la maternelle jusqu'à l'université. Pour que ceux qui ont envie de faire de longues études, pour devenir médecin, parce que pour être médecin là, c'est 13 ans d'études, pour être spécialiste en quelque chose, que les gens qui ont l'âme de faire 13 ans d'études, y vont. Ceux qui veulent apprendre à un métier, qu'ils aient l'occasion d'aller apprendre leur métier. Il y a des gens, par exemple moi j'aime bricoler, j'aime faire la peinture, j'aime faire l'électricité, même si souvent je vais me faire électrocuter. Il faudrait que ceux qui ont envie d'apprendre un métier y aillent. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent apprendre à élever, parce que vous savez que les éleveurs sont plus riches maintenant que les fonctionnaires, qu'ils y aillent avec les connaissances. Ceux qui veulent faire de l'agriculture, qui vont investir les pôles de Bagré là, qu'ils y aillent parce qu'ils ont appris l'agriculture. Mais je ne souhaite pas qu'on aille à l'université et vous leur demandez, vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez devenir? Mais cette réforme aurait été tentée sous la Révolution, mais ça n'a pas marché. Mais parce que les gens ont peur du nouveau. Les gens, d'abord, c'est par exemple aujourd'hui, d'abord quand vous écoutez les gens vous disent qu'on a fait une réforme, ce qui est faux, parce que les gens spéculent sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Et quand vous dites, par exemple aujourd'hui, il est établi, qu'un élève qui commence à apprendre dans sa langue maternelle, un enfant qui commence à l'école avec sa langue maternelle va 6 fois plus vite qu'un élève qui commence à apprendre le français. Si vous voulez introduire cette réforme-là, on va dire voilà les jeunes qui parlent français correctement là, ils veulent envoyer nos élèves maintenant à parler le moré. C'est ce qui a été reproché à la réforme. Mais je dois dire aussi que je parle bien français, j'écris sans faute, je parle sans faute, mais je connais aussi ma langue à fond.
quand je décide de parler le moré, je ne mets pas un mot de français. Je connais et ma culture, et je connais et la culture française. Mais je n'abandonnerai jamais ma culture moara pour aller emprunter la culture d'autrui. D'accord. Moi, je reviens sur la question du baccalauréat. Oui. Parce que j'ai dit, moi, la question de fond, et je pense que c'est ce pourquoi les enfants sont sortis il n'y a pas si longtemps, c'est le passage trivial. Parce que vous avez le bac, vous avez accès à l'université. C'est ce qu'ils défendent. Ils ne veulent pas, je finis. Ils ne veulent pas qu'il y ait une légitimité à leur demander un genre de concours encore pour avoir accès à l'université. Et puis la réalité de nos universités, quand vous avez le bac, c'est quoi? On sait, la plupart des gens que vous retrouvez dans les universités publiques là, c'est pas les enfants de ceux qui ont les moyens là, et ils vont ailleurs. Eux là, c'est pas le concours qu'ils passent, c'est l'argent. C'est-à-dire que l'argent est notre sélection pour eux. C'est-à-dire que l'université devient une autre possibilité offerte à une frange et aux enfants d'une frange de la population. Oui. Est-ce que ce n'est pas toucher cela? Est-ce qu'on ne risque pas de toucher cela? Non, d'abord, j'ai mal au cœur en disant cela, mais vous avez un gouvernement qui ne sait pas communiquer, qui ne veut même pas communiquer. Quand on a demandé que le ministère de l'Éducation nationale organise le bac, mais on a entendu toutes les rumeurs. Un gouvernement qui veut communiquer là, il s'est sorti, expliquer les tenants et les aboutissants même avant le fichi. Mais ils se sont tus. J'ai écrit l'article pour remercier, parce que j'avais demandé à ce qu'on remette le bac. J'ai écrit l'article. J'ai suivi toutes les réactions. Il y a des gens qui réagissent mais qui ne savent rien de quoi on parle. Mais un gouvernement serait sorti pour expliquer de fond en comble et dire aujourd'hui, nous, on a demandé à ce que le MENAPLN organise le bac, mais cela ne traduit en aucun moment que vous allez passer un concours pour aller à l'université. Et ça, le ministre et le Premier ministre devraient donner leur parole. Et un homme aussi, c'est sa parole. Et quand vous dites quelque chose, il faut respecter votre parole. Maintenant, si c'est autre chose qu'ils veulent faire, qu'il ait le courage de sortir et dire. Mais moi, j'ai dit, tout ce qu'on nous sert aujourd'hui, c'est de la rumeur, ce n'est pas vérifié. Dans la logique. Oui. Ça veut dire que quand vous avez une instance supérieure, parce que vous vous dites que dans la logique des choses, vous y avez droit, vous y avez accès, parce que vous avez eu un parchemin, le baccalauréat. À partir du moment où la signature est apposée, vous vous dites, c'est une porte d'entrée logique. Maintenant, c'est dévolu à celui qui, pendant toute l'année, vous a enseigné, vous a donné donc des devoirs et tout. Est-ce que ça ne devient pas naturel pour celui qui n'a rien à voir avec, de vous dire à un moment donné, pour avoir accès à moi, il faut une autre condition? Si vous dites c'est ça la crainte des enfants. Non, si vous dites comme ça, ça veut dire que le ministère de l'Éducation, des enseignements secondaires est un îlot qui ne fait pas partie du gouvernement. Non, moi je ne vais plus au gouvernement. Je suis jamais un baccalauréat qui n'a plus signé par une université. Et on vous dit, bon, écoutez, vous avez eu votre bac, vous avez eu un parchemin. Maintenant, pour venir à l'université, là, voilà la condition. Mais attendez, prenons le cas des universités. Est-ce que c'est pas ce que vous défendez au fond? Non. Vous avez dit c'est pas parce que vous avez le CEP que vous partez en 6e, c'est pas parce que vous avez le PC que vous allez en seconde? Non, attendez. Vous avez votre bac, signé par le ministre des enseignements secondaires et supérieurs. Prenez votre bac et allez vous aligner à l'USTA pour dire, voici mon diplôme, je vais y entrer. Ça, c'est une université privée. C'est qui est différent. Prenez votre bac et allez à l'IBAM, l'Institut burkinabé des arts et des métiers. Qui est une université publique. Allez dire, voici mon diplôme, je vais y entrer. Vous ne rentrez pas. Mais attendez, c'est des statuts différents. Non, parce que c'est pas parce que vous avez le bac que vous entrez partout. La preuve. La preuve. Il y a une orientation qui est. Je suis d'accord avec vous. La preuve, vous partez vous soumettre à un système d'orientation. C'est pourquoi je vous dis. Mais au moins, vous avez droit à rentrer de facto à l'université. Ce qui reste à faire, c'est une orientation. Oui. Maintenant, est-ce que les jeunes n'ont pas parce que ce n'est pas clair. Vous avez émis l'idée. Vous avez ce que vous défendez. Normalement, on serait à l'aise si le ministère même était là, si le gouvernement même était là ou son représentant, ça allait être plus intéressant. Mais je dis, est-ce que aujourd'hui vous ne comprenez pas aussi la crainte de ces jeunes-là? Ils se disent, on risque de se retrouver dans une posture où on va finir d'avoir le bac et puis on va nous dire que bon, le bac là, ça sanctionne la fin du cycle, ce qui est naturel. Et donc, pour arriver à l'université, il faut encore une autre condition. C'est ça la crainte de ces enfants aujourd'hui.
Vous voulez juste pour moi peut-être préciser avant la réponse de... En réalité, nous nous trompons. Nous nous trompons parce qu'on a continué à faire la même chose pour produire les mêmes résultats et on veut un résultat contraire. C'est pas possible. Cette année, il y a eu combien qui voulaient être le fonctionnaire de l'État burkinabé? Plus de 1 million. Pour combien de postes? 4 000 et quelques postes, même pas 5 000. Pourquoi? Mais c'est la conséquence du système d'enseignement. Puisque nous avons appris autre chose que ça. Et l'université, c'est venu comme un salut. Tu te débrouilles pour arriver là-bas, au moins tu peux arriver. Tu arrives à l'université, tu te rends compte même que pour avoir un poste à la fonction publique, c'est compliqué. Le privé aussi n'arrive pas à absorber. On a un trop plein qui est laissé sur le carreau. Donc, la théorie aussi que tout le monde doit aller à l'université, est-ce que courageusement, il ne faut pas avoir le courage de faire des réformes profondes comme on l'avait voulu à un moment donné, puis ça n'a pas marché? Je ne dis pas tout le monde. Le bac est un filtre. C'est pas tout le monde qui a le bac. Non, je pose la question. Pas dit tout le monde. Non, je pose la question. L'IBEM est venu parce que tout le monde ne pouvait pas aller. Quand je dis l'université, là, tous les bacheliers ne pouvaient pas aller dans le même système de formation et puis réussir. C'est pourquoi l'IBEM a été créé, vrai ou faux? Non, pour répondre à ça, non. Vous savez, celui de Bobo Dioulasso, c'était plus ou moins pour répondre à ça, vrai ou faux? C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que la réforme ne pourrait pas prendre en compte pour que quelqu'un, quand il a le bac, qu'il ne se dise pas forcément qu'il doit aller à l'université de Ouagadougou? C'est de ça que je parle. Moi, vous savez, le droit d'accès à l'université est garanti pour tout le Burkinabé. Notre promotion là, on était 186 en première année. Je crois qu'on a terminé 180 parce qu'en temps il y a des gens qui ont embauché. Quand nous on est sortis là, on n'a pas passé de concours. On a pris nos noms, on est allé dans le gouvernement, il nous a affectés, on nous a donné du travail. Aujourd'hui là. Ça c'est une autre époque. Non, c'est pas aujourd'hui. Non, je vais dire, ceux qui militent pour une université populaire, où tout le monde y aille là, ce sont les ennemis des élèves. Parce qu'ils disent, allez, même si vous n'apprenez rien, au moins allez, vous serez là-bas et en train de faire ce que vous en voulez, même si vous n'y apprenez rien. Quand vous allez venir passer le concours, je veux dire le courage que nous devons avoir pour réformer l'université. On dit pour apprendre. Vous savez, il y a 3 choses dans le monde que tout le monde court derrière. Les gens courent derrière l'argent, l'avoir, les gens courent derrière le pouvoir et les gens courent derrière le savoir. Le pouvoir, l'avoir et le pouvoir là, vous pouvez l'avoir en 1 seconde. Moi je suis en train de parler avec vous là. À la descente ici, je peux avoir un coup de fil de monsieur Locke qui me dit, viens prendre le premier ministère. Je peux avoir le pouvoir en moins d'1 seconde. Mais si je veux être agrégé d'université, il faut que j'aille user mes culottes à l'université. Je ne peux pas avoir le savoir en un clin d'œil. Alors, monsieur Iliboudo, aujourd'hui, les gens veulent que tout le monde le savoir, là, on donne à tout le monde. Monsieur Iliboudo, quand on prend l'organisation du bac, ça s'organise à coups de milliards. Il y a forcément un enjeu financier. On connaît un peu l'organisation de nos différents ministères. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas à craindre qu'il y ait un conflit d'intérêts et qu'il y ait peut-être blocage avec ce qu'on a comme innovation, même si vous estimez que ce n'est pas une réforme dans le fond? Je suis de ceux... Bon, d'abord, le bac, les élèves payent, les Burkinabés payent 15 000 francs pour passer le bac. Le bac revient à 35 000 ou 45 000 francs par élève. Ah oui? Oui. Donc, le reste de l'argent, là, c'est le gouvernement qui met pour que vous puissiez passer le bac. Cela dit, l'affaire d'argent, là, mais le jour où le gouvernement va décider que le bac va être organisé, supervisé, subventionné par mes jeunes frères de Saponais qui n'ont même pas le certificat d'études. Vous croyez qu'ils vont travailler gratuitement? Quel que soit là où vous allez l'amener là. S'il y a des perdièmes à partager, vous allez partager les perdièmes. Maintenant, la bagarre peut dire, moi je suis professeur d'université, en organisant le bac, je gagne de l'argent. Si vous enlevez ça de ma bouche, je vais faire la bagarre. Mais ça, c'est normal et je crois que c'est tout à fait normal. Merci, monsieur Iliboudo. Nous sommes au terme de cette émission, mais nous allons donner une poignée de secondes à chaque juge pour réagir par rapport aux arguments avancés par notre convoqué du jour. Nous commençons avec vous, juge Bougma. Bon, ce qui se passe, c'est la conséquence d'un système qui est devenu obsolète. Parce qu'avant, on formait pour aller employer, pour boucher des trous, parce qu'il y a des postes qui attendaient, comme il a dit. Aujourd'hui, on a continué de faire le même système de formation, comme si on avait les mêmes réalités. Avant, on formait pour pourvoir à l'administration publique. Aujourd'hui, il y a un trop plein de cadres. Dans des domaines, des gens vous disent courageusement que nous, dans notre domaine, même si on fait 5 ans sans recruter de cadres, il n'y a pas de problème. Un administrateur des services financiers m'a déjà dit ça. Il n'y a pas de problème. Mais on continue de recruter. Il y a un trop plein, effectivement, à ce niveau. Donc, il nous faut avoir le courage de la réforme, mais une très bonne réforme
pour que chacun puisse dans la société savoir ce qu'il peut faire et faire parfois ce qui lui plaît et pour pouvoir s'en sortir. Si on a ce rythme, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Moi je crois qu'il y a beaucoup de choses à réformer. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que Il Boudo dit, mais il y a beaucoup de limites. Moi je crois que tout le monde a droit au savoir. Ça c'est inaliénable pour moi. Et puis il faut réformer les choses. On peut pas être dans des pays où le ratio, vous prenez le nombre d'habitants sur le nombre de médecins, le nombre d'habitants sur un certain nombre de métiers, c'est pas gérable. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Mais on est là, on ne veut pas former des gens pour pouvoir les mettre là-bas. Est-ce que c'est normal? Et dire que non, il ne faudrait pas que les gens aient accès à ceci, il ne faudrait pas que les gens aient accès à cela. Alors qu'il y a une demande forte sur le terrain. On n'a qu'à être concret avec nous-mêmes. Ceux qu'on allait chercher juste après leur petit diplôme pour leur donner du travail là. Pourquoi est-ce que eux maintenant, lorsqu'ils gèrent, vous avez une pléthore de personnes à qui on ne peut même plus trouver du boulot? Merci. C'est ça la question. Merci pour ces différentes clés de lecture. Nous allons également dire merci à André Eugène Il Boudo. Il est enseignant et directeur d'école. Nous avons eu la lecture de l'enseignant, de l'éducateur par rapport à cette réforme apportée à l'organisation du baccalauréat. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de True TV Watt FM. On se donne rendez-vous demain pour la dernière convocation. Excellente journée en compagnie des programmes de nos deux médias leaders.